Donc là, j'ai commencé, mesdames, l'enregistrement du webinaire qui sera mis en ligne Très dès bien. que possible. J'ai j'ai une autre collègue dans le bureau et il y a son ventre qui grouille. Non, non, pas de souci. Écoutez, je vous propose que nous puissions débuter ce webinaire. Messieurs, dames, les spectateurs, bienvenue et merci d'être présents pour ce cycle sur la thématique de l'accessibilité du sport auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, concernant les modalités un peu logistiques, comme vous avez pu l'entrevoir, vous pouvez effectivement nous voir, nous entendre. Cependant, pour communiquer, le moyen et notamment pour poser vos questions sera à travers l'onglet Q&R pour questions-réponses. Et donc, c'est ma collègue qui est à côté de moi, Pétula, qui se chargera de recenser les questions et de vous les transmettre après. Donc, je me présente, je suis Karine Martineau, je suis conseillère technique au Centre ressources Autisme Grand Est. Et je suis donc accompagnée de ma collègue Pétula Bergamini, qui est aussi conseillère technique au sein du CERA Grand Est. Donc aujourd'hui, nous accueillons trois à la fois professionnels, parents et présidentes d'associations de parents de personnes avec TSA, pour pouvoir effectivement entrevoir ensemble les modalités, notamment pour mettre en œuvre des activités sportives en direction des personnes avec PSA. Donc, à ce titre, c'est Madame Rousseau qui a qui a gentiment accepté de pouvoir nous partager son retour d'expérience. Nous aurons ensuite l'intervention de Madame Stéphanie Chassel, présidente de l'association EPAGE dans le département des Ardennes, qui nous fera part aussi des activités sportives et le partenariat qui peut être mis en place pour favoriser l'inclusion des personnes TSA au sein de la dynamique sportive. Et nous aurons aussi le témoignage d'un parent, d'une maman, Madame Vandernack, qui nous fera aussi part de son retour d'expérience au regard des actions en direction de son enfant. Donc, ce que je vous propose, c'est que Madame Aurousseau, vous puissiez débuter ce webinaire. Donc, je vous laisse la main pour partager votre support. Et nous sommes tout attentifs à vos propos. Vous êtes toutes oui. Oui. Alors bonjour, donc je suis Mademoiselle Rousseau, donc je me présente, voilà, je suis professeure de sport adapté au sein de la plateforme Éclair dans le 77. Je suis aussi la coordinatrice de la plateforme actuellement. Je travaille depuis 12 ans dans dans l'autisme, donc je suis spécialisée dans l'autisme et l'approche comportementale ABA, donc analyse appliquée du comportement. Et je travaille aussi en collaboration avec Madame Chassel pour mettre des stages sportifs en pratique et des formations. Et voilà. D'accord. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de comment on intègre le sport avec les personnes TSA, donc surtout avec l'approche comportementale. Est-ce que vous avez moyen de mettre votre support en format diaporama? Ah oui, sûrement. Plus... C'est Alors, l'onglet vers la droite, diaporama. Faites glisser. faut que je le trouve, hein. En haut, vous avez insertion, conception, transition, animation et diaporama. Vous Ouais. cliquez. Alors, attendez, parce qu'en fait, je ne vois pas parce que j'ai une barre. Ah mince, d'accord. Oula. Ouais, en fait, j'ai pas accès parce que j'ai la barre de Zoom. D'accord. Alors, sinon, par les onglets en bas, vous avez une visibilité sur vos onglets. Vous avez normalement un petit onglet encore vers la droite. Là. Voilà. Ça va comme ça pour vous aussi? Ouais, c'est mon pas. Bah, super, merci. Donc, du coup, voilà. Donc, déjà, l'intérêt de faire du sport aux personnes avec autisme, donc en fait, il y en a beaucoup.
Donc, en fait, voilà, l'intérêt du sport, c'est voilà, déjà diminuer les stéréotypies, améliorer la flexibilité et l'équilibre, diminuer les troubles du comportement, diminuer l'autostimulation. Mm. Le plus gros, c'est favoriser l'intégration sociale, hein, l'appartenance à un groupe, participer dans un club de sport, jouer avec les copains, voilà. La confiance en soi, le bien-être, avoir une meilleure perception de son corps, parce que voilà, chez les personnes avec TSA, c'est pas quelque chose qui est très évident tout le temps. Le repérage dans l'espace et le repérage dans le temps. Donc en fait, le sport travaille tout ça, et on peut aussi travailler tout ce qui est compétences académiques, enfin voilà. Donc en fait, on commence toujours par une évaluation des compétences avant de mettre des choses en place. Voilà, on commence toujours par une petite évaluation où on va voir les compétences motrices que peuvent avoir les jeunes, les compétences cognitives et les compétences d'adaptation. Parce que tout ça va engendrer notre programme à nous, en fait. Nous, on va s'adapter à leurs compétences et on va mettre en place les choses. Donc, en fait, on va adapter. En fait, on adapte tout pour que ça fonctionne, en fait, avec les personnes avec autisme. Donc, on va adapter tout ce qui va être, par exemple, le temps. Donc, c'est-à-dire que les séances vont être rythmées par du travail, des pauses, du jeu et encore des pauses. Les temps où ils ont besoin d'être tout seuls, ou les temps où ils vont être en groupe, les temps où ils vont travailler en individuel. Voilà, tous ces temps-là vont être adaptés en fait. Le lieu, c'est pareil, on va l'adapter, c'est-à-dire qu'on va faire des zones bien délimitées, bien précises, c'est-à-dire qu'à un endroit, il se passe quelque chose, à un autre endroit, il se passe autre chose, mais pas mélangé en fait. Si à l'endroit 1, on a décidé que c'était les jeux de ballon et à l'endroit 2, c'est les jeux de raquettes, on ne va pas faire des jeux de raquettes dans l'endroit 1 et des jeux de ballon dans l'endroit 2. En fait, il faut vraiment que tout soit cadré pour eux. Il faut qu'ils sachent que je dois faire ça à tel endroit et je dois faire autre chose à un autre endroit. C'est vraiment pour qu'ils se repèrent et pour que ce soit beaucoup plus simple pour eux. Et on va vraiment adapter, c'est-à-dire que on va mettre beaucoup de repères visuels en fait pour eux. C'est-à-dire que voilà, on peut mettre des affiches, des panneaux, utiliser des couleurs. Enfin voilà, il faut vraiment que tout soit bien précis et bien cadré. Alors, on parle aussi d'adapter les personnes. Alors, on n'adapte pas les personnes, mais on définit bien le rôle de chacun en fait. C'est-à-dire que telle personne va être responsable de ça. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je me réfère à cette personne. Si j'ai besoin d'autre chose, ça va être une autre personne. Mais chacun a un rôle défini en fait. Mais il faut qu'ils sachent à qui ils doivent se repérer. C'est-à-dire qui donne les consignes dans le sport, c'est celui qui anime. Qui va m'aider à réaliser le mouvement, c'est la personne qui va être avec moi, qui est là pour m'aider. Mais je ne vais pas demander à la personne qui donne les consignes de m'aider. C'est une autre personne qui fait ça et je sais à qui je dois me repérer. Et les codes sociaux, bah, c'est avec tout ce qui va être règles du jeu, les comportements adaptés, voilà, tout ce qui va être on ne crie pas, on ne saute pas partout, on ne court pas partout. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui va être comportements sociaux adaptés. Donc voilà, toutes les règles de vie et les règles de jeu. Donc du coup, voilà, nous, enfin moi principalement, je suis spécialisée dans la BA, donc j'utilise quasiment que ça. Donc la BA, c'est vraiment une approche. Alors ça vient des États-Unis, donc c'est une approche où on va modeler les comportements pour en faire des comportements adaptés. C'est-à-dire que nous, tous les comportements, on va les rendre adaptés. Tous les comportements, on va leur apprendre tous les comportements adaptés qu'il faut dans la société, en fait. Donc, dans le sport, l'ABA s'intègre très bien. Donc, on met des programmes en place. Donc, les programmes en place, ça va être, on va définir l'objectif de la séance et on va définir un programme. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs étapes pour arriver à l'objectif final. On va utiliser ce qu'on appelle le renforcement. Alors, le renforcement, en fait, on se sert de la motivation du jeune. C'est-à-dire que le jeune est motivé par quelque chose, ben, on va se servir de cette motivation pour qu'il rentre dans l'activité qu'on souhaite. Et donc, en fait, on va partir d'une motivation qui peut être extrinsèque, c'est-à-dire une motivation extérieure à l'activité et faire en sorte que l'activité principale qu'on va proposer devienne intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de renforcement extérieur, mais le fait de pratiquer cette activité va devenir plaisant pour lui. Donc, du coup, après, on a tout gagné et bah, ils font du sport comme tout le monde, en fait.
Voilà. Et donc, bien sûr, dans le sport, il y a aussi tout ce qui va être gestion des comportements. Donc là, c'est pareil, l'ABA intervient parce que voilà, on a des procédures qui nous permettent de gérer les troubles du comportement. Il faut savoir que tous les comportements ont une fonction. Donc, ça va être une fonction d'échappement. C'est quand ils ne veulent pas faire l'activité qu'on leur propose, ils vont émettre un comportement inadapté parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais ils ne savent pas le dire. Donc, ils vont mettre un comportement inadapté. Donc, nous, on est là pour le transformer en comportement adapté. Donc, leur apprendre à demander une pause, leur apprendre à émettre un souhait de ne pas faire cette activité-là, mais faire autre chose, ou de choisir un matériel différent pour faire cette activité. On peut avoir aussi des comportements qui vont être d'attention, c'est-à-dire que ils vont vouloir, ils vont vouloir avoir notre attention à nous, mais que sur eux et pas sur le groupe. Et du coup, ils vont émettre des comportements pareils, inadaptés. Et nous, on est là pour leur apprendre aussi que le sport, c'est un partage, c'est comme ça, c'est en groupe. Et il faut avoir un comportement adapté. On a de l'attention, mais elle n'est pas forcément que sur la personne, elle est sur tout le groupe. Donc, il faut qu'ils apprennent à vivre en groupe, en fait. Donc, il faut avoir un comportement adapté à vivre en groupe. Et enfin, on va utiliser, donc ça, c'est le plus gros dans le sport avec l'ABA, ça va être les guidances. Donc, en fait, une guidance, c'est ce qu'on va utiliser pour aider le jeune à réaliser ce qu'on lui demande. Donc, on va avoir tout ce qu'on va appeler guidance physique, où on va avoir un contact physique avec le jeune pour l'aider à réaliser ce mouvement. Donc, en fait, on va faire le mouvement physique avec lui, mais on a un contact avec lui. On va avoir tout ce qui va être les guidances gestuelles, où là, juste, on va lui montrer, par exemple, pour un slalom, on va lui indiquer avec notre main par où il doit passer pour le faire. Alors, ça peut être avec la main, ça peut être avec un laser, enfin, voilà. Après, on va avoir la guidance, ce qu'on appelle la guidance modeling. Donc, c'est tout ce qui va être de l'imitation, c'est-à-dire que nous, on va faire le mouvement et lui va le reproduire. Donc, nous, on lui donne le modèle, il doit refaire le même modèle. Mais comme ça, voilà, il a un modèle, donc il sait ce qu'on attend de lui exactement. Et après, on a les guidances visuelles, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour l'adaptation. Ça va être tout ce qui va être des pancartes, des pieds au sol, des flèches, des cerceaux de telle couleur. Voilà, tout ce qui est visuel et qui peut aider le jeune à réaliser le mouvement. Voilà. Donc après, moi, c'est ma principale intervention dans le sport, donc voilà, avec l'ABA, et c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les jeunes réalisent l'activité qu'on leur demande. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on arrive à faire les choses. Donc, les objectifs sont minimes au départ. Et un petit objectif, plus un petit objectif, plus un petit objectif, ça fait qu'au final, on arrive à faire une pratique sportive quasi typique, en fait. Donc voilà, d'où je pense que Stéphanie en parlera mieux que moi après. Voilà, parce qu'on a quand même réalisé des petits miracles. Donc voilà. Donc moi, vraiment, moi, je suis là, c'est vraiment pour apporter cette partie pratique et théorique de l'ABA et le mettre vraiment dans le sport. L'adapter au regard d'une pratique sportive. Voilà, Transférer exactement. ce qui est préconisé dans l'ABA et que ça serve effectivement à pouvoir faciliter l'accessibilité. J'avais une petite question, Madame Rousseau. Au début de votre présentation, vous évoquiez le fait qu'il était important de pouvoir évaluer les compétences, notamment. Vous vous appuyez sur quel type d'évaluation? Vous vous êtes créé votre propre grille ou vous avez d'autres Ouais, alors outils? malheureusement, il y a quasi pas d'évaluation pour les personnes TSA qui ont été créées spécifiquement pour les personnes TSA. Donc, effectivement, moi, j'ai créé ma propre grille en fait d'évaluation qui a été améliorée au fil des années avec l'expérience que j'avais. Mais oui, c'est une grille que moi, j'ai créée personnellement. D'accord. Au regard de la pratique sportive, parce que Ouais. les grilles d'évaluation, il en existe dans Bien d'autres. sûr, là, c'est vraiment que dans le domaine du sport. Il y a une évaluation par sport, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions que tu as? Justine qui vient d'arriver. Attends, tu peux mettre ton micro. Alors, on va faire un petit test. Là, c'est bon, vous m'entendez? Vas-y. Oui. Parce qu'on est dans la même pièce et donc au niveau sonore, voilà. Voici le petit là.
Donc, la petite question, c'était la guidance physique et j'imagine pas toujours possible avec les hypersensorialités. C'est pour ça qu'il existe plusieurs types de guidance. Et la guidance va être adaptée vraiment à la personne. C'est-à-dire qu'avec un enfant, on va utiliser la guidance physique parce qu'il tolère le contact. Et avec une personne dont on sait qu'elle ne tolère pas le contact, on n'utilisera jamais cette guidance. C'est vraiment adapté à chaque individu, en fait. Donc, l'évaluation de départ en amont est vraiment primordiale pour connaître aussi. Il faut avoir une connaissance du jeune, en fait. Effectivement, une bonne connaissance pour pouvoir après adapter les modalités d'intervention, notamment. C'est pour ça que, en fait, moi, quand je fais des formations pour les clubs, c'est ce que je leur explique, c'est que la rencontre avant la mise en place de l'activité est importante avec les parents parce qu'il faut vraiment connaître le jeune, savoir comment il communique. Parce que s'il communique avec les signes et que vous ne connaissez pas les signes, bah, vous n'allez jamais pouvoir communiquer avec lui. S'il communique par image, s'il aime le contact, s'il n'aime pas le bruit, s'il a des problèmes de sensibilité à la lumière, enfin tout ça, il faut le savoir. C'est quelque chose qui va mettre en péril en fait l'intégration. Tout ce travail, effectivement, en amont. Exactement. Connaissance et compréhension de la personne à qui est destinée l'intervention dans le domaine du sport notamment. D'accord, donc là, on va faire le lien avec Madame Chassel et notamment pouvoir entrevoir la façon dont vous, Madame Aurousseau et Madame Chassel, donc présidente de l'association EPAGE, vous avez pu effectivement entrevoir des actions spécifiques au sport. Est-ce que, Madame Aurousseau, vous pouvez arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît? Ah oui. Non, alors. Hop, voilà. Très bien, merci. Madame Chassel, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Je vous entends. Oui, ça va? Oui. Voilà. Alors, en fait, moi, je préside une association qui regroupe une cinquantaine de familles sur le territoire ardennais. Et ça fait environ 11 ans qu'on s'est créé. Alors, évidemment, on y fait beaucoup de choses. Et en ce qui concerne l'aspect sportif, on avait évoqué les difficultés entre parents de pouvoir inclure les enfants de l'association dans les clubs sportifs ou même de loisirs, en fait. Et on est parti du constat que très peu d'enfants de l'association pratiquaient une activité sportive. Alors, on s'est posé la question de pourquoi. Et on s'est vite rendu compte que les clubs étaient un petit peu réticents à les accueillir parce qu'ils avaient une méconnaissance de l'autisme, qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait mettre en place des adaptations et aussi les difficultés que nous, on avait en tant que parents pour pouvoir accompagner l'enfant parce que, par exemple, si on voulait l'inclure dans un club de judo, par exemple, on pouvait observer de loin que l'enfant, il avait peut-être besoin de guidance physique, etc. Et que ce genre de guidance n'était pas au-dessus des encadrants sportifs du club. Et en concertation, donc, avec les professionnels de l'association et les parents, on s'est dit qu'il fallait remédier à ça. Et dans un premier temps, nous avons souhaité former des clubs dans le département et former les familles de l'association justement à l'accueil de jeunes dans les clubs. C'est à ce moment-là que nous avons fait connaissance avec Laetitia Aurousseau, qui est venue une journée complète sur notre local pour pouvoir travailler avec justement les clubs et les parents sur certaines procédures, comment mettre en place un accueil, mettre des supports visuels auprès des enfants afin qu'ils puissent intégrer des règles sportives. Voilà, donc ça s'est très très bien passé. On a ensuite senti une certaine émergence de la part des familles et des clubs. Et là, on s'est dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est organiser un stage de sport adapté avec Laetitia, parce que c'était important que la professionnelle qui réfère le stage soit une professionnelle du sport, mais surtout de l'autisme et de l'ABA, parce que nous, on travaille aussi avec cette prise en charge.
Et ensuite, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas s'arrêter là. On allait aussi inclure un club au sein de ce projet. Et voilà. Et donc, ça a donné quelque chose de tripartite, c'est-à-dire que pour nous, c'était une évidence. Et on avait besoin des parents en tant qu'accompagnateurs de l'enfant, parce que lui aussi allait apprendre durant ce stage à observer certaines choses auprès de son enfant. L'enfant TSA, hein, et puis la fratrie, parce que on va pas. C'était aussi une évidence pour nous que la fratrie pouvait aussi intégrer le stage sportif, d'autant plus qu'il apporterait on va dire, un bon modèle auprès des enfants TSA. Donc, voilà, il y avait la partie famille, la partie équipe professionnelle dont Laetitia était la superviseuse, la gérante, on va dire, entre guillemets, mais elle est accompagnée de psychologues spécialisés en analyse appliquée du comportement, elles sont 3 chez nous, plus des éducateurs sportifs, plus des mamans qui sont aussi professeurs de sport. Enfin, vous voyez, il y a quand même un sacré noyau dur de professionnels qui accompagnent au stage. Et à côté de ça, on a le club qui accueille. Donc, le club, il est composé d'un entraîneur, de bénévoles et aussi des personnes qui sont tout simplement intéressées pour vivre cette expérience avec nous, connaître l'autisme et partager 3 journées de sport. Donc, l'équipe, elle parraine l'action et voilà. Donc, les stages se déroulent sur 3 journées. On choisit la thématique en concertation avec les parents et on fait plusieurs groupes en fait sur les 3 journées. Le matin, ce sont des groupes de petits, de jeunes, et l'après-midi, des groupes de plus grands, où les exercices évidemment ne sont pas forcément les mêmes. Et là, on va vraiment insister sur toutes les procédures qu'on va mettre en place d'apprentissage pour comprendre la discipline, vraiment intégrer les concepts sportifs qu'on va leur demander. C'est sûr que je ne sais pas si on fait un stage de handball avec des petits, on va pas leur faire forcément un match de handball à l'issue des 3 journées. Hein. Par contre, avec les grands, ça va être possible. Donc, vous voyez, les exercices qui vont être travaillés en amont pendant ces 3 jours-là avec les petits, ça va être des échanges de balles, dribbler, je sais pas, il peut y avoir plein de choses avec beaucoup de guidance. Et il faut savoir qu'on va vraiment individualiser les exercices aux enfants. Alors, même s'ils sont en groupe, le soir, les psychologues ABA, Laetitia, moi-même, et certains parents encadrants, on se réunit et on fait une synthèse sur ce qu'on a observé pour chaque enfant. Voilà, un compte rendu est rendu aux parents, disant voilà, sur tel enfant, on a remarqué qu'il n'y avait pas le contact oculaire avec, je ne sais pas, autrui. Et soyez vigilants à ça. On va donner des petits conseils, des petites techniques pour que le lendemain, on puisse faire en sorte que la séance soit progressive et évolutive. Et c'est ce qui se passe à l'issue des 3 jours. On a vraiment des progrès assez incroyables d'ailleurs. Donc, c'est riche parce qu'il y a un très grand partage entre tous les acteurs qui sont là. C'est convivial, c'est familial. Ça fait du bien aux parents comme aux enfants. Hein. Les enfants, ça leur profite évidemment, mais les parents aussi, parce que on se réunit, ça permet aussi de créer du lien, et entre la fratrie également, donc, parce qu'ils participent aussi. Donc, c'est vraiment des moments très, très forts. Alors, on propose des stages avec des disciplines comme là, dernièrement, on a organisé un stage d'athlétisme, mais on a aussi je ne vais pas dire un créneau, mais quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, c'est de réaliser des stages anti-noyade. Alors là, on ne parle pas de natation, hein, on parle de sécurité, hein, de non-mise en danger, on va dire. Et ça, ce sont des stages essentiels, surtout quand on sait que c'est quand même une première cause de mortalité chez les personnes TSA. Pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir mettre en place au moins un stage anti-noyade par an. Il faut savoir que les stages anti-noyade qu'on a proposés, ça fait peut-être le 4e ou le 5e maintenant, hein, ça fait plusieurs années. Du coup, on a des enfants qui sont devenus d'un stage à l'autre nageurs, puis d'un stage à l'autre
nageurs experts, d'autres des petits qui commencent à barboter, donc c'est sûr, ils ne savent plus se noyer, c'est très bien. Mais là, on est dans l'apprentissage de la natation. Donc, même au sein de ces groupes anti-noyade, on va créer des groupes de niveau pour pouvoir avancer dans le travail. Vous voyez, les enfants qui étaient encore non nageurs il y a quelques années ont passé leurs 100 mètres l'an dernier, par exemple. 100 mètres de nage libre, et ça, c'est très valorisant, et pour eux et pour nous, parce qu'il y a un réel travail fait derrière. Aussi, il y a aussi beaucoup de parents qui n'osent pas se rendre à la piscine parce que le regard des autres, et puis c'est compliqué, et rien que d'aller au vestiaire ou de prendre une douche. Ça, c'est tous les à côté qui font partie du stage, mais qui sont vraiment essentiels. Et ça aussi, c'est un travail qu'on va réaliser avec toute l'équipe, de pouvoir s'organiser avant le stage, pendant le stage, comme le disait tout à l'heure Laetitia. Organiser tous ces temps de douche, on s'habille, on se déshabille, on se met dans le bassin et on écoute les consignes, etc. C'est très, très important. Il faut savoir qu'au dernier stage, vous devez avoir 80 participants au stage athlétisme. Donc là, je peux vous assurer que c'est plus qu'une organisation, mais comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement riche et valorisant. D'autant plus que ça permet au club de se rendre compte qu'en fait, c'est possible d'accueillir des enfants TSA. Du coup, là, le club d'athlétisme en question qui a parrainé ce stage, il a, je crois, accepté 3 ou 4 jeunes. C'est même pas accepté, ils sont carrément allés les solliciter parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts et de progrès, et ils avaient beaucoup de compétences. Ils s'en sont rendus compte, et que ce n'était pas tout à fait possible de les inclure dans le club. Et voilà, donc assez naturellement, on a cette chance-là, les clubs s'ouvrent plus facilement. C'était une des questions en tout cas, que moi j'avais, c'est effectivement de savoir si à l'issue des stages, des jeunes pouvaient adhérer à certains clubs. Ah oui, complètement. Soit une passerelle pour rassurer aussi les clubs en disant oui, c'est possible, pour qu'après, le jeune puisse être inclus comme tout à chacun. Tout à fait. Et deviennent même ambassadeurs, ces clubs, parce que finalement, d'avoir réalisé le stage avec eux, ça permet de faciliter des choses, et eux deviennent aussi des facilitateurs quand il y a d'autres clubs avec qui ils peuvent, par exemple, discuter en leur expliquant que voilà, la démarche qu'on a faite, elle a été très riche et intéressante. Et du coup, deviennent eux-mêmes des ambassadeurs pour les autres clubs. Et ça, c'est vraiment bien. Là, nous, prochainement, dans 15 jours, aux prochaines vacances, là, on refait un stage anti-noyade et natation, et on fait un stage de tennis de table pour les plus grands, parce que là, on va travailler d'autres choses. Vous voyez, c'est assez… on a déjà fait athlétisme, on a fait natation, handball, pas volley, j'ai dit sottise, handball, basket, football. On avait initialement misé sur des jeux collectifs parce que justement, comme le disait Laetitia tout à l'heure, c'était important pour nous de créer des interactions entre les jeunes. Et puis, c'est vrai que maintenant, les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts les uns aux autres, et ça leur a fait du bien. Il faut savoir aussi qu'on a remarqué évidemment qu'à l'issue des 3 jours, le sport, ça les détend. Ils reviennent avec une bonne fatigue, il y a moins de troubles à la maison. D'ailleurs, c'est comique parce que les mamans nous envoient toujours les photos le soir des enfants qui sont allongés sur le canapé ou dans le lit, qui sont vraiment fatigués. Mais voilà, c'est profitable pour eux. Et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de jeunes qui pratiquent un sport. Et ça, il y a encore 10 ans, c'était même pas 2% des membres de l'association qui avaient cet accès-là. Là, on a beaucoup de jeunes qui pratiquent du sport. Par exemple, mon fils Aurélien, qui est autiste sévère et qui ne savait pas nager avant les stages de anti-noyade, maintenant, il fait 40 longueurs en 45 minutes, quoi. Il fait 1 kilomètre. Donc, on est parti de rien il y a encore quelques années. Et là, j'ai envie de dire…
peu importe le degré, si l'enfant il s'épanouit dans cette activité sportive et qu'il se donne à fond, mais c'est plus qu'une victoire. Hein, et on s'en est vraiment aperçu avec le riche panel d'enfants en TSA qu'on a dans l'association, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de profils dans l'association. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres et vraiment on s'adapte au cas par cas. Les bénéfices à long terme, effectivement, de l'apprentissage de telle ou telle discipline, effectivement, l'impact sur le bien-être de la personne. Je veux dire, comme tout à chacun, hein, le sport fait aussi pour certaines d'entre nous partie aussi de notre équilibre de vie et ça devient un besoin aussi. Hein. Hygiène de vie et aussi, alors pour faire un peu le parallèle avec la scolarisation, parce que dans l'association, il y a environ 80% des jeunes qui sont en milieu ordinaire. Hein. Et là, on se rend compte que justement, dans les activités sportives au sein de l'école, il y a eu une nette amélioration aussi, parce que même si au démarrage, ils partaient un peu courir dans tous les coins, maintenant, c'est quand même plus structuré au sein des exercices qui sont proposés au sein de l'école pour une discipline sportive. Là, voilà, ils sont capables d'écouter l'enseignant et être attentifs à tout ce qu'on va leur demander. Nous, ça va être vraiment un travail réalisé sur les 3 jours, qui va profiter après pour l'école. Oui, l'impact aussi après que ça peut avoir, effectivement, dans le domaine de la scolarité. J'avais, moi, une petite question concernant, vous parlez donc de stage de 3 jours. Sur les modalités financières, vos adhérents, ils participent financièrement ou ça fait partie de leur adhésion? Vous avez des subventions de la part des communes? Enfin, je ne sais pas comment. Alors non. Non, on n'a pas de subvention, c'est toujours la même chose. Mais en fait, on a quand même cette crédibilité-là de stage. Je veux dire, on répond à des appels à projets où on a des entreprises, des mécènes qui eux, adhèrent direct parce que c'est du bon sens en fait. Donc voilà, ça c'est. Mais par contre, on ne demande rien à nos familles parce qu'elles sont déjà. Elles ont déjà une grosse charge financière entre la prise en charge de leur enfant et en plus, on va aussi, malgré tout, elles se déplacent parce que le stage, on fait en sorte de le réaliser à plusieurs endroits, mais des fois, ce n'est pas toujours possible et certaines ont de la route à faire, même si elles covoiturent ou quoi. Il y a quand même des frais. Et donc, non, nous, on ne veut pas que les familles aient quoi que ce soit à payer. Pour nous, l'accès, il doit être le même pour tout le monde. Voilà. Mais j'ai une petite parenthèse à laquelle qui m'a échappé tout à l'heure et c'est important que je le dise. Par exemple, pour le stage anti-noyade, on a collaboré avec la piscine de Rocroi, qui est notre piscine de référence, parce que les maîtres nageurs sont très ouverts, son directeur aussi, qu'ils ont privatisé les lieux pendant le Covid pour qu'on puisse réaliser nos activités. Et surtout parce que l'équipe, elle s'est investie, elle s'est formée et elle a continué à donner des leçons à nos enfants quand le stage a été terminé. Et il y a eu un réel investissement de leur part. Et ça, c'est... Enfin, je veux dire, quand on a du coup une infrastructure qui se pose des questions de mais oui, mais comment que ça se fait que les jeunes ils soient obligés de faire des stages de sport adaptés pour pouvoir apprendre à nager, quoi. Et est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions il faudrait peut-être ouvrir des cours particuliers pour ce public, etc. Et du coup, ça, c'est riche parce que ça leur permet de se rendre compte qu'il n'y a pas que des personnes neurotypiques dans la vie, quoi. Et ça remet beaucoup de choses en question et en cause. Et voilà. Donc, du coup, l'accueil se fait beaucoup plus aisément maintenant avec des personnes en situation de handicap, très globalement, mais en particulier avec l'autisme, ce qu'ils ont vraiment appris de nos jeunes, appris de leur comportement, de leur attitude et de la façon qu'ils avaient d'intégrer des apprentissages. Cette notion, effectivement, de contractualiser, de mettre en place un partenariat est vraiment prépondérante pour effectivement après continuer à essaimer notamment le fait que les enfants ou adultes avec un TSA puissent accéder aux commodités de la vie ordinaire, quoi.
Oui. Quelque chose de très prégnant, de très important au regard effectivement de la pratique sportive, mais pas que. Hein. Oui. Je suis désolée, moi je vais devoir vous laisser, je dois Oui, retourner travailler. oui, pas de souci. Je vais continuer avec nos intervenants. Voilà, Merci je suis pour ça. désolée. Pas de souci. Au Très bonne revoir. journée. À très bientôt. Merci, Au merci de revoir. m'avoir invitée et à bientôt. Au revoir, madame. Au Au revoir. revoir, Laetitia. Au revoir. Pour poursuivre, Madame Chassel, est-ce que vous vouliez partager des... Alors, j'aimerais bien, mais je Allez-y. vous avoue que je ne suis pas très douée. Je vais essayer. En tout Oui. cas, vous pouvez vous rendre sur, on a une page YouTube qui s'appelle Autisme 08, ensemble pour Aurélien et Jason. Et sur cette page YouTube, vous allez avoir des vidéos justement de ces stages. Donc, vous verrez celui, par exemple, du basket avec les Flammes de Cœur, parce que, en fait, le club des Flammes Carolo Basket, qui est très connu, nous ici, hein, dans le département, avait parrainé l'action, et l'association Flammes de Cœur, qui travaille avec eux, avait organisé une rencontre avec les joueuses de basket et même un match. Enfin, et là, on voit sur si vous allez sur YouTube, sur cette page, pardon, vous allez pouvoir trouver plusieurs stages d'ailleurs là-dessus. Alors, je vais essayer de retrouver ma manipulation de tout à l'heure. Oui. Je mettrai de toute façon le lien que vous venez de nous dire par rapport à votre page YouTube. Oui. C'est quand même dingue parce que j'en ai ouvert un et j'y arrive pas. On va essayer. Sinon, bah, écoutez, de toute façon, ça reprend l'objet de vos propos. Sauf que là, c'est Je effectivement... suis désolée, Ça ne marche pas? D'accord. je n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Oh, mais décidément. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Je suis grave. désolée. Mais du coup, oui, vous là-dessus, de toute façon, sur Sur la page YouTube, on pourra effectivement... vous allez trouver. Et même sur la page, alors on a un site internet, www.page.fr, mettra le et lien. dessus aussi, vous allez trouver des vidéos sur ce travail-là. Et même sur notre page Facebook, il y a le film, enfin, si vous allez dans les dernières vidéos, vous trouverez la vidéo du dernier stage sportif qui est juste très émouvant d'ailleurs à regarder. Ça, c'est sur notre page Facebook parce qu'elle est très alimentée, ensemble pour Aurélien et Jason. Voilà. Mais sur le site, sur la page et sur YouTube, vous trouverez toutes les vidéos. Je ferai effectivement mentionner, enfin, apparaître tout ça quand on mettra le lien aussi du replay du webinaire. Donc, vous êtes accompagnée d'une maman adhérente Sandrine, oui. Je vais la laisser. Oui, donc je m'appelle Sandrine Mandernac. Je suis maman d'un petit garçon qui a été diagnostiqué à 4 ans. Il a 10 ans actuellement, autiste sévère, peu verbal. Peu verbal. Il n'est pas non-verbal, il est peu verbal. Et donc, Thomas participe au stage sportif régulièrement et entre autres, il a participé au stage de piscine pour anti-noyade parce que c'est une réalité, 90% des accidents prématurés, de décès prématurés des enfants autistes sont dus à la noyade. Donc moi j'avais en tant que parent des grandes craintes par rapport à ça, d'autant plus qu'on vit dans une ferme et que il y a des bacs à eau, il y a pas mal de choses qui l'attirent et il ne s'est pas appelé à l'aide, il ne sait pas s'il est en danger, il ne s'est pas demandé, il ne s'est pas appelé quoi, tout simplement, hein, puisqu'il parle très peu. Donc, comment vous présenter les choses? J'ai amené un peu des choses qu'on prépare en annexe avec Thomas quand on va à ses stages. Hein. On a du matériel en annexe. On prépare toujours les choses avec des vidéos par rapport au sport qu'on va faire pour que Thomas, parce que Thomas a évolué, mais Thomas a encore quand même des difficultés. La compréhension est là. Il a un programme ABA. Et il a une tablette
de communication alternative. Je ne sais pas si vous connaissez. Et on travaille les choses avec lui en annexe pour que les stages se passent bien. Et moi, ce que je peux en observer, donc déjà, on a du matériel adapté à Thomas, hein, avec, je les avais. Oui, c'est super. Donc ça, c'est les économies de jetons, hein, qu'on prend dans la piscine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça symbolise, par exemple, le nombre d'exercices qu'il doit faire. Donc, c'est des pions qu'on met quand il a fait l'exercice, ce qui permet pour Thomas de visualiser quel exercice, le nombre d'exercices il doit faire avant d'avoir le renforçateur. Par exemple, pour la piscine, il a vraiment adhéré à la piscine et à Rocroi, il y a le toboggan, donc ça peut être aller au toboggan, c'est un renforçateur qu'il adore. Ou alors nager librement, parce que comme maintenant il commence à apprendre à vraiment nager, il aime bien être tranquillou, tout seul, sans avoir un adulte tout le temps sur son dos. Parce que la grosse difficulté de ces enfants avec des autismes, comme mon fils sévère, c'est qu'ils ont toujours un adulte sur le dos. Et, il a 10 ans. Et maintenant, il a de plus en plus besoin d'être autonome et il a envie d'être tranquille. Et c'est vrai que le fait de pouvoir aller nager, et c'est aussi ça, au-delà de la sécurité, c'est un bien-être de pouvoir être dans l'eau tout seul et de maîtriser un peu son destin. Enfin, c'est un peu grand, on va dire. Donc, on prépare des choses comme ça. Quand il était plus petit, on avait des jouets de ce style-là qui peuvent aller dans l'eau. Alors, à chaque exercice, il était renforcé par un jouet, une balle. Alors, j'ai fabriqué moi-même les économies de jetons parce qu'il faut qu'elles aillent à l'eau. Donc, c'est du plastique, des pions de jeu. Tout ça va à l'eau, bien sûr. Et puis, il faut aussi que les piscines nous autorisent à mettre sur le bord des piscines les objets pour renforcer les enfants. Et ça, ce n'est pas toujours gagné. Il y a certaines piscines sur les Ardennes qui n'autorisent pas qu'on mette toute notre… parce qu'à chaque fois, on a un sac avec nos renforçateurs, les balles. Moi, Thomas, il adore les panneaux. Donc, les panneaux, ça marchait bien. Bon, maintenant, la piscine le renforce de manière automatique. Donc, c'est vrai que ça marche bien. Et puis, les avantages de faire du sport, déjà, c'est qu'il se dépense. Parce que comme c'est un enfant qui n'a pas de notion de danger, il est souvent à la main d'un adulte ou il est souvent sous la surveillance d'un adulte. Et c'est des enfants qui ne font pas de sport et qui ont besoin de se dépenser, qui ont énormément d'énergie. Moi, Thomas, il a des troubles du sommeil très importants. Ça m'a obligée à arrêter de travailler parce que je suis éducatrice spécialisée de formation et de boulot, quoi. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler parce qu'il ne dormait plus. Donc, quand il va à la piscine, il dort. L'avantage, c'est qu'il faudrait qu'il aille à la piscine tous les soirs. Là, ou construire une piscine chez vous. Voilà, oui, mais bon, j'ai plus le budget parce que voilà, les familles des enfants handicapés sont précarisées. On est obligé de… donc, la piscine, un trou d'eau peut-être, mais bon, l'hiver, c'est pas terrible. Un bac. Donc voilà, on prépare tout d'avance. Ce que ça lui apporte aussi, c'est une connaissance de son corps parce que les personnes autistes sévères comme Thomas n'ont pas une représentation de leur corps comme les autres. Thomas, quand il se douche, il ne se lave que d'un côté du corps, il ne se lave pas le derrière du corps. Et ça, grâce à la piscine, grâce au sport, j'ai vu qu'il avait une meilleure coordination de son corps, une meilleure connaissance de son corps. Il grimpait beaucoup pour se renforcer au niveau sensoriel. Maintenant, il grimpe pour faire du sport, pour sauter, pour monter, c'est plus des mises en danger, c'est vraiment du plaisir à faire l'action de grimper, à prendre de la hauteur, à bondir. Avec ses petites camarades en classe, à la récréation, il essaye de s'inclure. Il vole encore beaucoup le ballon. Mais bon, les jeunes, il est intégré en Ulysse depuis des années, donc les jeunes savent qu'il est différent, mais pour autant,
l'intègre très bien, il est très bien accepté. Il n'est pas encore dans le jeu à ces moments-là, mais bon, il s'intègre en piquant le ballon et c'est vrai que ça se passe bien. Sinon, au niveau du vocabulaire aussi, on a travaillé beaucoup de choses grâce au sport parce que c'est tout de suite applicable dans la réalité. Donc, on faisait des TLA avec les verbes, les mots à apprendre. Bon, ça, c'est un plus élaboré que j'avais fait. Le premier, il est comme ça, par exemple. Moi, je les ai réimprimés. Maintenant, j'en ai plus besoin parce qu'il connaît tout ça, piscine, bassin, bonnet. Il a fallu aussi travailler la mise en place du bonnet parce que Thomas a des troubles sensoriels au niveau du crâne, donc il ne voulait pas mettre de bonnet. Donc, au départ, la piscine a accepté qu'il ne mette pas de bonnet. Puis, petit à petit, on a déjà acheté plusieurs bonnets pour trouver celui qui était adapté à sa douleur parce qu'il souffrait vraiment d'avoir un bonnet sur la tête. Et puis, on a travaillé ça en amont, en renforçant à chaque fois qu'il mettait le bonnet. Et maintenant, il va à la piscine avec un bonnet, quelle que soit la piscine et quel que soit l'endroit. Ça, on l'a travaillé aussi. Il fait du poney, par exemple. On l'a travaillé aussi avec la bonde. Et c'était pas évident au départ pour lui. Hein. Donc voilà, on travaille en amont avec des vidéos. Et maintenant, quand il va en sport, c'est vraiment un plaisir pour lui d'y aller. Et on voit vraiment des réels progrès, même dans les apprentissages académiques. La concentration est plus présente parce qu'il doit… Bon, Thomas n'était pas très compliant. Je ne sais pas si vous connaissez les termes compliant, la compliance, mais ça veut dire qu'il était dans l'échappement beaucoup, il courait beaucoup et pendant les temps de sport. Et c'est vrai que, par exemple, la piscine, comme c'est dans l'eau, ben, il ne peut pas courir déjà. Et du coup, c'est un endroit bien cerné avec des objets à aller rechercher au fond de l'eau. Donc, tout ça a été appris. Il y a des symboles, il y a du visuel. Donc, maintenant, l'adulte n'est plus obligatoirement… bon, il y a toujours un adulte qui est formé en AB avec lui, là, et Karine, son intervenante, mais il fait aussi… il fait aussi en fonction des consignes du maître nageur de la piscine de Rocroi et c'est vrai que c'est très bénéfique. Il est très joyeux d'y aller et puis il est valorisé, quoi. C'est des enfants qui sont valorisés parce qu'ils arrivent à faire des choses. C'est vrai que quand on dit personne porteuse d'un autisme sévère, souvent les gens ont très peur et bon, on le voit dans les classes, hein, les instituts sont pareils, ils se disent oh là là, ça va pas le faire, ils ont toujours l'image de la personne qui va morte, tout ça. Et voilà, on le voit au niveau du sport, au niveau de la piscine, Thomas il fait plein de choses, il commence à savoir nager, ça y est. Mais voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire? J'avais pris un peu des notes hein, quand même. C'est déjà très, très complet. Et merci de mettre aussi à notre disposition les outils que vous aviez pu développer. C'est très, très pertinent. Ça me permet aussi de concrétiser ce qu'on a pu effectivement avoir comme préconisation, visualiser. Mais là, au moins, effectivement, merci beaucoup déjà de ce partage. Oui, ben, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, si pour vous avez l'instant, besoin je me retourne vers ma collègue qui réceptionne les questions. Est-ce qu'il y a des questions que tu as? Avec quelqu'un alors qui demandait quel est le métier de Madame Chassel. Donc cette personne ne devait pas être là au début où j'ai présenté Madame Chassel qui est présidente d'une association de parents travailleur social. Elle. Je suis travailleur social de formation, mais je suis bénévole à temps plein maintenant. Je suis comme Sandrine, j'ai dû cesser mon activité professionnelle pour me consacrer à mon fils. Et voilà, et c'est toujours le cas parce qu'il n'a que 17 ans. Mais bon, il y a eu beaucoup de progrès aussi et d'avancées dans sa vie. Ouais. Dans ce qu'évoquait Madame Mandernack, c'est effectivement cette notion de bénéfice à la fois sur le bien-être, la sensorialité, au niveau des capacités d'apprentissage. Est-ce que votre enfant, il avait potentiellement des comportements problèmes? Est-ce que le sport a permis aussi de lever certains comportements problèmes ou pas? Vous disiez que ça a eu un impact effectivement sur la qualité du sommeil, mais sur d'autres types de comportements qui auraient pu être
gênant, prégnant à un moment La fiabilité sociale, ça a des effets au niveau, à chaque stage, moi je vois des effets après au niveau du comportement dans la vie sociale. Oui, ça a des effets bien sûr, parce que Thomas a quand même des troubles du comportement, comme on appelle des stéréotypies. Par exemple, à la piscine, il n'a pas de stéréotypies parce qu'il est dans le plaisir de la nage. Et puis, le liquide, la piscine est renforçant parce qu'il aime, il est hypotonique, enfin, il est hyposensoriel au niveau gustatif et de l'odeur. Et la piscine, c'est chlore. Donc, ça renforce plein de choses chez lui. Donc, il adore. Hein, ça sent fort, mais lui, il adore. Et puis, il aime tout ce qui est scintillant. Donc, il aime la piscine parce que c'est lumineux. Mais bon, il n'est pas, à la piscine dans des stéréotypies d'enfermement. Il ne va pas être dans le regard de… Il est bien et il fait les exercices, il est présent. Il est plus présent, le regard est plus présent. Thomas est plus présent dans les groupes maintenant. Avant, il était toujours en échappement, en bord du terrain, à faire autre chose, à hurler, à crier, à être obsédé par les horloges analogiques, des choses comme ça, les gradins, aller se planquer dans les où on change, dans les petits coins, tout ça. Maintenant, non, il est sur les terrains. Alors, quand c'est encore sur un terrain de type terrain de basket, tout ça, c'est encore difficile pour lui de rester avec les autres parce qu'il aime bien faire il a du caractère et il aime bien aussi, il a sa personnalité. Qu'on respecte. Et il aime bien aussi faire ce qu'il veut. Mais la piscine, c'est vraiment ce qu'il adore. C'est son truc. Là, ouais, du coup, il y va avec plaisir et il aime mettre en place, écouter les consignes, quoi. Donc ça aide dans le quotidien obligatoirement parce qu'on est plein de consignes. La vie est pleine de flèches, hein, la vie est pleine de sens. Donc il faut… quand il faut faire une action de A à Z, il l'apprend aussi à la piscine. Hein. Pour plonger, il faut déjà mettre la tête dans l'eau. Et puis, en même temps, tout autour de ça, on met aussi en place des choses rassurantes. Il a toujours le même sac pour aller à la piscine, il a toujours les mêmes objets pour aller à la piscine, ce qui fait que lui, il a ses repères. C'est toujours le même jour, avec la même personne. D'ailleurs, voilà quoi. Donc ça le rassure. Il faut aussi nous adapter les choses pour que ça le rassure. Il y a toute une mise en place à côté qui fait que du coup les angoisses sont pas là et du coup le bénéfice du sport est là. Hein, il peut entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais il peut avoir accès à d'autres formes d'apprentissage qui lui permettent effectivement. Tout à fait. Et il peut mettre en application. Lever les bras. Dans la vie, lever les bras, étendre les bras. Si vous avez des difficultés d'apprentissage, tout ça, c'est un peu réduit. Hein. Donc, lever les bras, tendre les jambes, croiser les jambes. Dans l'eau, c'est tout de suite plus facile et ça a du sens puisque ça vous propulse. Donc, bouger ses jambes pour être propulsé dans l'eau, tout de suite, ça fait quelque chose. Donc, il apprend plus vite et puis ça se répercute ailleurs dans sa façon de se déplacer, de faire attention aux autres, de ne pas percuter, de ne pas écraser avec son cartable. Enfin, tout ça, il faut lui apprendre, quoi, parce qu'il fonce. Enfin, il fonçait. Moi, je trouve qu'il fonce moins maintenant. C'est vrai que… Puis la concentration, le fait d'être avec Karine, qui est une personne qui a une formation ABA, mais aussi un maître nageur qui, lui, est un professionnel de la natation et qui a l'habitude des enfants, mais pas obligatoirement de la méthode ABA, et qui va mettre en place des choses de l'ordre du normal
enfin, si je, entre parenthèses, la pédagogie en tout cas qu'on attend eh bien, par ça rapport à un lui convient aussi apprentissage. comme ça, hein. Il est avec ses pairs, il est avec les autres. Parce que ça aussi, bon, je ne sais pas s'il est conscient. Il est conscient qu'il ne sait pas parler, ça c'est sûr. Il est pas très conscient de. Il peut avoir des moqueries, des choses comme ça, mais ça vraiment, ça ne le perturbe pas. C'est quelqu'un de très heureux dans sa vie, mais le fait d'être avec les autres et de réussir, d'être valorisé, ça c'est important, hein. C'est quand même des enfants qui manquent de confiance en eux, hein. Donc ils ont tendance à être tristes certaines fois, et c'est vrai que quand il est à la piscine, C'est pas lui complètement. oh non, franchement, Il il s'éclate. s'épanouit, notre enfant. Je vais me retourner à côté de Pétula. Il y a des questions qui sont arrivées. Je vais laisser Pétula. Il y a deux petites questions. Alors déjà, la première par rapport au choix du sport. Dès le premier cours, vous avez remarqué que votre fils aimait la piscine, contrairement au basket, par exemple. Comment vous avez vu en fait, Eh le choix? bien, c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que la piscine, bon, au départ, c'était assez compliqué. Il criait et il hurlait autour du bassin, c'était impossible, hein. Mais très vite, on a travaillé ça déjà dans la douche, au contact de l'eau. Le contact de l'eau pouvait être compliqué, mais ça se travaillait en amont avec une ABA au quotidien. Mais c'est vrai que quand on a fait le stage piscine, tout de suite, ça a été évident que pour lui, c'est d'un grand bénéfice. Et puis bon, moi, j'avais aussi peur qu'il se noie, hein, parce que régulièrement, nous, on est très présents sur Facebook et il y a ils sont nos enfants sont fugueurs quand même, hein. Alors, il faut être très attentif à eux. Il faut être toujours en sécurité. C'est vrai que la natation, c'est important. Donc, c'était ça aussi, hein. Moi, je pensais que c'était la sécurité de l'enfant qui était important. Mais oui, il a aimé tout de suite l'eau, il a aimé la piscine. Il aimait ça par-dessus tout. Ouais, ouais. Alors, l'autre petite question, c'était dans les propositions sportives, y a-t-il des intérêts pour les séances individuelles en amont ou en alternance à des séances de groupe? Alors, oui, je vais répondre. Alors, lorsque nous organisons des stages sportifs, on reste dans le collectif parce que il faut qu'on ait des groupes structurés, etc. Ce qui n'empêche pas ensuite, enfin, d'ailleurs, on encourage cette démarche, c'est vraiment que les familles continuent l'accès à la discipline par le biais du club, que ce soit en individuel. Ça, c'est tout à fait possible. Parallèlement à ça, si les personnes, par exemple pour la natation, ce qui est le cas chez nous, on a des personnes qui ont donné des cours, des leçons de natation donc à la piscine de Rocroi avec les maîtres nageurs, etc. Mais on a aussi des parents qui ont juste la possibilité d'aller dans le bassin avec l'enfant et ne pas forcément prendre de leçons avec un maître nageur, mais remettre en application tout ce qu'elles ont appris lors du stage avec Laetitia auprès de leur enfant, sur les exercices, comment flotter, ce genre de choses. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu à la carte et c'est un peu en fonction des besoins et des attentes de tout un chacun, hein. Est-ce que moi, j'ai envie de travailler le fait que mon enfant aille dans l'eau et apprenne surtout à ne pas se noyer parce qu'il a peur de l'eau ou je ne sais pas, ou est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner des leçons, etc. Chacun fait comme il a envie, j'ai envie de dire. Nous, après, c'est portes ouvertes et là où on va vraiment accompagner les familles sur qu'est-ce qu'elles peuvent, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place en fait avec leurs enfants. Elles peuvent aussi faire appel à une intervenante qui va juste accompagner l'enfant et refaire des choses dans les bassins ou aller, je sais pas, moi, dans un parc courir. Enfin, c'est vraiment très diversifié. Puis ça dépend le profil de l'enfant ou du jeune adolescent. Oui. Je veux dire, des profils comme Thomas, c'est extrêmement complexe d'être tout le temps avec les autres, d'être tout le temps en contact physique avec les autres. Donc, la piscine, c'est une bonne
c'est un bon support pour développer les compétences physiques et la compliance. Après, il y a d'autres enfants, d'autres adolescents du groupe qui créent des liens sociaux. C'est même extrêmement… Alors là, par exemple, au dernier stage d'athlétisme, c'est juste un exemple, mais ça nous a fait chaud au cœur. On a eu la larme à l'œil. Sur notre groupe d'ados, il y en avait un qui était un peu moins performant que les autres sur le saut en longueur. Et donc, vous savez comment ils sont, pas de confiance en eux. Donc, il échoue une fois. La deuxième fois, c'est pareil. La troisième fois, vraiment, on sent, là, on s'est dit, ça y est, ça va partir, ça va mal partir. Donc, le gamin commence un peu à s'énerver et taper au mur. Et là, c'est la première chose qu'on voit, enfin, dans ce groupe-là, depuis qui se connaissent depuis 10 ans, pour le coup. Et là, tous les autres camarades du groupe sont venus autour de lui en lui disant « T'inquiète pas, ça va aller, on n'est pas dans de la compétition. » Et ils l'ont rassuré. Et ça a été la première fois qu'on a vu ça, en fait. Mais alors, les parents et les pros, on est restés scotchés face à cette situation où on n'a nullement eu besoin d'intervenir. D'ailleurs, on n'est pas intervenu. On a dit oh, « Mais c'est génial, en fait. Ils ont beaucoup d'empathie et ils arrivent à le rassurer. » Et nous, on redonnait confiance et le gamin, il est reparti, quoi. Et ça, c'était une merveilleuse victoire. C'était magnifique à voir. Est-ce qu'on peut dénommer comme la paire-danse C'était de la paire-danse. Et auprès de ce jeune-là, ça a été aussi de l'autogestion quelque part parce que il a dû apprendre vis-à-vis de ses camarades à aussi autogérer sa colère ou sa frustration. C'est de l'amitié aussi. Ils ont des liens très forts. Des liens d'amitié. Oui. Hein, on voit, même sur le groupe de Thomas, ils ont tous à peu près 10 ans. Là, ils sont 4, ils se connaissent depuis qu'ils ont 3-4 ans. S'ils ne se voient pas une semaine, ils sont mal. Hein. L'amitié existe, même quand on a des gros troubles sensoriels, même quand on a été diagnostiqué, l'amitié est là et ils aiment se retrouver et des liens secrets. Ah oui, c'est important ça, hein, c'est vraiment essentiel. Je voulais apporter une petite précision parce qu'on a eu une question qui demandait si votre enfant était en Ulysse ou en IME. De ce qu'on a compris, hein, il est accueilli en unité d'enseignement localisée d'un Il va à mi-temps en Ulysse sur Sedan dans les Ardennes. Ouais. D'accord. Et Pétula, je veux bien que tu partages un retour d'un participant. Donc c'était bravo et merci pour votre témoignage. On sent une maman investie à l'écoute de son fils et qui connaît parfaitement les attentes et les bienfaits que peut avoir le sport pour son enfant. Merci. Un retour, j'allais dire, très, très bienveillant au regard de votre témoignage, notamment merci. Mesdames. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Ce qui est possible, qui pourra arriver après, dans ce cas-là, moi, je vous les retransmettrai. Dans tous les cas, on mettra effectivement, comme on évoquait sur le site du CRA, les liens pour accéder à votre site internet, pour que les professionnels ou autres participants, parents ou personnes avec TSA puissent accéder effectivement à vos retours d'expérience, en tout cas très très riches dans ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre association et la façon dont les parents s'impliquent aussi, hein, parce qu'effectivement, c'est ce que vous évoquez, hein, tout le monde doit être partie prenante effectivement pour faciliter l'accessibilité au monde du sport. Il n'y a pas effectivement que les structures, les clubs sportifs, il n'y a pas que les associations, mais il y a aussi effectivement les parents, les personnes avec ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter, mesdames, qui n'auraient pas pu être partagées avant que nous clôturions ce webinaire? Alors, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter à inclure les jeunes avec TSA, il ne faut pas hésiter à faire des essais dans les clubs, mais surtout, c'est de pouvoir apporter justement à ces clubs des données qui les rassurent, de peut-être partager des vidéos qui montrent qu'en fait, c'est possible. Alors oui, l'enfant, je ne sais pas, ça ne va pas être le champion d'athlétisme je ne sais pas, saut en longueur, mais ça, on s'en fiche.
c'est vrai qu'on n'est pas dans cet esprit de compétition, c'est juste de l'activité physique sportive qui peut être vraiment dans un cadre de loisirs et de détente et pas forcément dans de la performance. Et ça, faut pas l'oublier parce que parfois, c'est vrai que même au sein des clubs, ça peut être quelque chose forme de pression. Oui. Voilà, alors que avant tout, moi je pense que c'est du moment qu'on y va pour son bien-être et c'est ça là, l'essentiel c'est que l'enfant s'amuse et qu'il soit bien quoi. Et voilà, et même j'ai envie de dire tant pis si techniquement parlant il y a des petites choses qu'il n'arrive pas à perfectionner, c'est pas grave, on fait avec. Le principal c'est qu'il fasse son activité à son rythme et Le principal c'est de participer. Voilà, c'est ça. Je voulais rajouter aussi qu'il était important aussi d'envoyer les enfants au club et en activité, mais de les envoyer pas tout seuls. Je veux dire par là, il faut maintenant que les sportifs et les clubs sportifs et toutes les personnes qui sont amenées à encadrer nos enfants accepte que le parent soit aussi un professionnel, je dirais, de son enfant, qu'il connaît assez bien et qui peut apporter des compétences et amener des moyens d'y arriver dans les sports et à l'école. Et c'est avec ce partenariat-là que ça marche, hein, parce que nous, on arrive aussi avec de la réassurance. Hein, on travaille beaucoup avec les professionnels qui encadrent nos enfants pour leur dire, ben voilà, si vous avez des difficultés, on est là, on a nos enfants ont des psychologues ABA, on peut les faire intervenir, on fait ça aussi à l'école, ce qui fait que nos enfants sont intégrés. Et puis après, ils font leur propre pub eux-mêmes parce qu'ils sont souvent tellement porteurs de plein de choses positives que les gens, du coup, se sentent valorisés et ils font leur propre pub. Hein. De toute façon, moi, je vois tout le monde. Il fait sa propre pub, il est accepté partout et ça se passe super bien. Très bien. Écoutez, je vais à nouveau vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour partager vos regards, vos expériences concrètes par rapport à cette thématique sur l'inclusion au sein des activités sportives. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à vous, mesdames, et puis à nos spectateurs. Nous vous remercions beaucoup et nous vous donnons rendez-vous en 2022 maintenant. J'espère sur une journée d'études en présentiel organisée par le Centre Ressources Autisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chassel et Madame Mandernack. Je vous dis à très bientôt.